Allez, bien le bonjour à tous et à toutes les petits internautes. Allez, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés sur ma chaîne pour une anecdote. Moi, oui, ça fait très longtemps depuis le début de saison. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet complètement raccord avec la nouvelle stratégie de ma chaîne, mais surtout en raccord avec mes convictions. Sony. Ce qui est normal, me direz-vous, car quand on cherche à ne pas faire un produit comme tout le monde, mais qu'on essaye de suivre son intuition, eh bien, ça donne ça. Et il y aura bien sûr plein de parties pour cette émission. Cette partie n'est juste une première partie, puisqu'il y a bien sûr beaucoup d'anecdotes croustillantes sur l'histoire de la marque. Trêve de bavardage et comme d'habitude, place à la première anecdote. Et bien sûr, commençons tout cela par le commencement. Comment est né Sony et pourquoi ce nom? La firme Sony fut créée par Masaru Ibuka et Akio Morita en 1945, en septembre plus précisément, mais le nom Sony n'existait pas encore. En octobre 1945, Totsuken, ou Tokyo Telecommunication Research Institute, fut créée. Entre 1946 et 1950, la firme japonaise, renommée Tokyo Tsuchin Kogyo, Totsuko toujours le 7 mai 1946, travaille dans la remise en état des télécommunications japonaises, mais aussi à la conversion du matériel militaire de communication pour une utilisation civile pour la NHK. Parallèlement, les ingénieurs de la firme mettent au point 2 magnétophones et une couverture chauffante. Pour les 2 magnétophones, nous les appellerons le A-Code et le G-Code en janvier 1950. Et le nom Top Corder est déposé en même temps. Les bandes magnétiques Totsuko sont commercialisées sous le nom de Sony Tape, puis 5 ans plus tard sous le nom de Sony avec un Y Tape. En 1955, pour des raisons commerciales anglo-saxonnes bien sûr, la firme Totsuko change de nom et devient Sony. Le nom Sony est le croisement du nom latin Sonus et de l'expression anglaise de Sonny Boy, qui veut tout simplement dire une jeune personne avec un esprit libre et novateur. C'est bien sûr aussi un moyen pour la firme d'avoir un nom prononçable dans toutes les langues. Bah oui, Sony c'est 4 lettres, donc fais le calcul. Et c'est en janvier 58 que Totsuko devient officiellement et définitivement Sony Corporation. Dans la même année, la firme développe un prototype de magnétoscope et travaille aussi sur des téléviseurs et de la hi-fi. Allez, voilà pour les débuts de la marque, mais si on cherchait une anecdote croustillante à se mettre sous la dent. Alors, l'idée d'un appareil audio portable n'a pas été créée en premier par Sony. C'est un Allemand, Andreas Palvel, qui a eu l'idée en 1972 avec son Stereo Belt. Bon, littéralement la ceinture stéréo en allemand. Je vous la fais comme ça. Alors, Sony a eu vent bien sûr de ce projet, alors qu'Andreas Palvel peinait à trouver un constructeur. Et bien sûr, Sony a décidé de créer l'appareil et de le commercialiser sous le nom de Walkman. C'était en 1979. Bien sûr, Pavel a saisi la justice pour avoir dépensé plus de 3 millions d'euros dans des frais de justice, mais il a finalement gagné ce combat en 2003. Il a reçu 10 millions d'euros ainsi que tous les royalties que pouvait recevoir Sony sur le Walkman. Et bien sûr, il parlait de faire un procès à toutes les autres entreprises qui ont exploité le filon, Apple compris avec son iPod, mais a décidé d'arrêter purement et simplement les frais, si j'ose dire, puisqu'il a voulu arrêter pour raison financière. Puis bon, les procédures judiciaires, vous le savez, c'est assez long, que vous soyez dans n'importe quel pays. Bon allez, intéressant, passons à la suite. Allez, ce n'est pas forcément une anecdote que je vais vous raconter, mais l'histoire d'une co-entreprise et plus accessoirement d'une anecdote qui lui est dédiée. Alors celle de Sony Ericsson, bon je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas connu cette entreprise, en tout cas ceux qui ont moins de 20 ans, donc pas mon âge puisque j'en ai 23, n'auront pas connu cette entreprise. Mais n'oubliez pas que c'est grâce à elle si on a aujourd'hui la gamme Xperia. Et oui, parce que pendant 11 ans, Sony n'a pas fait cavalier seul dans les téléphones, comme ça peut être le cas aujourd'hui. Alors Sony Ericsson, c'est tout simplement né d'un partenariat entre Sony et l'entreprise suédoise de télécommunications Ericsson. Il n'y a pas plus compliqué comme nom d'entreprise. Et c'est en 2001 qu'a été créée cette co-entreprise qui bien sûr a été un poids lourd pendant plusieurs années du secteur de la téléphonie mobile. Comme je vous le disais tout à l'heure, fin 2011, Sony, pour des raisons évidentes de convergence, décide de racheter les parts d'Ericsson dans cette co-entreprise pour pouvoir mettre fin à cette aventure de plus de 11 ans. Seulement voilà, bon vous me voyez venir, fin 2011, début 2012, plusieurs téléphones sont en préparation, les Xperia S, P, U, T, Miro, Tipo, et j'arrête là parce qu'il y en a eu tellement pendant cette année-là. En 2012, ces téléphones, bien sûr, devaient être brandés Sony Ericsson. Donc ce qui explique un petit peu, vous savez, la grosse bande que vous avez juste au-dessus,
qui n'est en fait juste la bande qui permettait en fait d'avoir le logo Sony Ericsson bien droit sur tout le téléphone. Et on voit clairement que ça a été rebrandé en urgence puisque vous avez même des images sur internet qui vous montrent bien sûr les prototypes avec le logo Sony Ericsson. Allez, passons à la dernière anecdote et on va parler cinéma. Allez, place au cinéma avec Sony Pictures. À la fin des années 90, la société Sony Pictures avait la possibilité de racheter tous les droits de la Maison des Idées, bon, qui deviendra Marvel après grâce à Disney bien sûr. Mais ils auraient pu changer littéralement, si Sony avait tout racheté, le destin d'Iron Man, Captain America et j'en passe. Petit retour en arrière, à cette époque, Marvel est au plus mal. La société alors dirigée par Ike Perlmutter est à 2 doigts de la banqueroute et a cruellement besoin de rentrée d'argent. En 98, un jeune employé de Sony Pictures, Yerlando, a pour ordre de sécuriser les droits d'adaptation au cinéma de Spider-Man pour réaliser un film centré sur le super-héros. Perlmutter fait alors une offre la plus alléchante à la Major, les droits d'adaptation de tous les personnages importants de la maison d'édition, notamment les Iron Man, Captain America, Thor, Black Panther et bien d'autres bien sûr, contre la modique somme de 25 millions de dollars. La direction de Sony rejette cependant la proposition et se contente d'acheter une licence pour Spider-Man, moyennant 10 millions de dollars. Selon Yerlando, les pontes du studio lui auraient déclaré que personne n'en a rien à foutre de tous les autres personnages Marvel. La preuve aujourd'hui. Bon, la suite on la connaît, Sony dévoile en 2002 l'adaptation de Spider-Man sous la houlette de Sam Raimi. Le succès est immédiat bien sûr avec plus de 820 millions de dollars récoltés dans le monde et couplé à la réussite des X-Men de la 20th Century Fox. Le film de super-héros devient un genre à part entière. Les studios Marvel sont créés et cartonnent avec la sortie de Iron Man en 2008. Le géant Disney s'octroie en 2010 les droits de commercialisation de la franchise et empoche le jackpot grâce au succès phénoménal d'Avengers en 2012, 1,5 milliard de dollars de recettes dans le monde. Depuis, la licence enchaîne les réussites au box-office et Sony continue à se mordre les doigts. Et oui, car on le verra plus tard, Sony, malgré toutes ces innovations, a eu l'occasion plusieurs fois de se planter. Et voilà pour cette première partie d'émission spéciale, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, comme dirait mon pote Antoine, ça nous fera plaisir. Évitez le pouce majeur, bien sûr, plutôt le pouce en l'air, ça me plaît mieux parce que ça, on veut pas ici. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine partie de cette émission d'Anecdote Moi. À bientôt.